Je vous propose de recommencer pour cette dernière partie de la matinée qui nous amène ou nous ramène au 19e siècle, puisqu'il sera question, non pas dans l'ordre chronologique, mais l'inverse, d'abord de Flaubert et ensuite de Hugo. Alors, la première communication ce matin sera celle de Jean-Pierre Vidal, qui est sémioticien, fondateur de la revue Protée. Il est professeur émérite à l'Université du Québec à Chicoutimi, où il a enseigné depuis sa fondation en 1969. Il a publié de nombreux articles dans des revues universitaires, mais aussi 2 livres sur Alain Robbe-Grillet, un recueil de nouvelles et plus récemment un essai, Le labyrinthe aboli, de quelques minotaures contemporains. Il a collaboré à diverses revues culturelles et artistiques et vient de terminer un recueil d'aphorismes et de nouvelles, Petite Mort, qui paraîtra le mois prochain aux éditions de la Grenouille Bleue. Il est aussi conseiller scientifique auprès du FQRSC, le Fonds québécois sur la société et la culture, depuis 5 ans déjà. Alors, sa communication s'intitule « Bouvard, Pécuchet et le garçon sur un plateau stupide de Normandie ou Flaubert dans tous ses états liminaires ». Merci. Alors, il s'est passé cette nuit une sorte de tempête sous un crâne qui a eu pour résultat d'éparpiller un peu mes feuilles. Alors, ce que je vais vous livrer, c'est un ramassis de choses recopiées. Et évidemment, c'est très flaubertien, hein, entremêlé de petits bouts par-ci et par-là. Alors, j'espère que je vais pas trop vous ennuyer. Mais je vous demande aussi de me reconnaître la valeur de mon ambition, parce que, comme vous le savez, s'attaquer à Bouvard et Pécuchet, c'est pas très simple. Bon. Alors voilà, je suis pas sûr d'avoir réussi, mais bien. Je vais d'abord vous expliquer quelques mots, 2 mots en particulier de mon titre, qui sont extrêmement importants, vous verrez dans la suite du propos, et dont vous ne percevez peut-être pas la résonance si vous ne connaissez pas suffisamment Flaubert. Le premier mot, c'est celui qui concerne le garçon, mis entre guillemets. Le garçon, c'est une sorte de figure biographique que Flaubert s'est donnée avec ses amis à l'époque où il avait une vingtaine d'années, mais qu'il a gardé plus longtemps. Le garçon, c'est le pendant adolescent et potache, si je puis dire, de l'ermite de Croisset, qui est l'autre figure biographique célèbre de Flaubert. Et il y a entre les deux une sorte de lien qui est lié, je dirais, à la vocifération. Le garçon, c'est un adolescent, un potache qui vocifère, qui souvent en privé d'ailleurs, hein, et qui montre son cul aux bourgeois, exactement comme les bourgeois de Brel, et étant lui-même un bourgeois. Bon, ça, c'est le garçon. Et par ailleurs, le plateau stupide de Normandie, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait rire la première fois que je l'ai lu. C'est quelque chose qu'on trouve dans la correspondance de Flaubert. Flaubert disant, vous savez qu'il faisait beaucoup de recherches, j'en parlerai tout à l'heure, mais il faisait aussi beaucoup d'explorations pour les lieux. Et il cherchait pour Bouvard et Pécuchet le lieu idéal, et il écrit, je l'ai trouvé, c'est un plateau stupide en Normandie, entre Caen et Falaise. Alors ce mot stupide, le plateau stupide, comment un plateau peut-il être stupide? Ça m'a posé des tas de questions. Et je dirais qu'il y a une première réponse qui est la dimension peut-être potachique ou d'écriture plébéienne, comme on l'a dit hier. C'est le fait de considérer que entre Caen et Falaise, le plateau est stupide. C'est pas seulement parce qu'il est entre 2 villes, il est nulle part, d'une certaine façon, mais c'est aussi parce qu'il est en Basse-Normandie, hein, et que Flaubert, habitant Rouen, est en Haute-Normandie. Ça a l'air un peu, effectivement, potachique, et ça l'est. Et d'ailleurs, Bouvard et Pécuchet est le texte où Flaubert, tout en restant le Flaubert qu'on connaît depuis Salammbô, depuis Madame Bovary, c'est-à-dire
un des écrivains français qui manie probablement le mieux la grande phrase latine et qui en même temps produit des ablatifs absolus invraisemblables, est capable aussi de faire des choses qui relèvent de la grosse blague. Hein. Par exemple, ce que me rappelait hier Jean-François, dans Bouvard et Pécuchet, il est écrit à un certain moment, il voyait tout en noir, sans doute parce qu'il avait la jaunisse. Bon, alors ça, à mon avis, c'est un effet garçon, en quelque sorte, hein, ou de ce qu'on pourrait appeler l'écriture plébéienne. Il faut voir que ça arrive comme une sorte de débalancement à l'intérieur d'un style qui, par ailleurs, est ce qu'il est. Bon, alors voilà. Je n'évoquerai pas ici les innombrables figures d'idiots qui, au moins depuis le Moyen-Âge, peuplent la littérature. J'écarterai l'image, pourtant tentante, de l'idiot de génie qu'est le neveu de Rameau. Premier exemple, pourtant, d'un trope important pour la configuration de l'idiot, selon moi, l'oxymore. Je ne convoquerai point les idiots christiques de Dostoïevski, du prince Mushkin dans L'idiot, dont incidemment j'ai trouvé une perle sur un site internet à son propos, je vous la lis. Idiot de naissance, parce qu'incapable d'agir, il est infiniment bon. Je trouve que la conjugaison de ces trois éléments est assez intéressante. Hein. Bon, en tout cas, je n'évoquerai pas donc les idiots christiques de Dostoïevski, du prince Mushkin dans L'idiot justement, à Alyosha dans Les Frères Karamazov. J'éviterai plus près de nous et le Gagou de Jean Giono, dont on n'a pas parlé encore, dans Colline en 1929, la même année que le Benji de Faulkner, on en a parlé, et le Lenny de Steinbeck, on en a aussi parlé, à peine 8 ans plus tard. Mes idiots à moi auront cependant, ça et là, quelques traits de chacun de ces glorieux prédécesseurs. Je soulignerai simplement, avec les trois derniers exemples évoqués, c'est-à-dire Gagou, Benji et Lenny, la dimension historiale de cette image de l'idiot. Il y a des actualités diverses pour les idiots de tous les temps. Ceux des années 30, manifestement, ont l'innocence chtonienne, ou à tout le moins campagnarde. Sans doute parce que la société qui les produit s'éprouve de plus en plus industrialisée, mécanisée, coupée d'une nature perçue dès lors non point tant comme idyllique que dionysiaque, forte et animée d'une violence peut-être bénéfique. Une autre force, mystérieuse, insaisissable, s'oppose à la puissance des machines et inspire oraculairement les idiots qui la proclament par leur déchéance sociale même. Je parlerai donc de l'idiot comme configuration sémiosociale ou bio-idéologique, si l'on veut, une configuration, pour tout dire, environnementale au sens fort, éthologique du terme. Comme telle, cette structure conjoint des incommensurables solidaires qui s'interpénètrent, un individu, un groupe, un paysage, sur lesquels ces figures humaines se détachent. Que ce paysage doive être pris au sens propre et impliquer une insertion géographique, c'est une évidence que l'histoire que je vous ai racontée sur le plateau stupide confirme. Mais il ne fait pas non plus l'ombre d'un doute qu'il faille le prendre, ce paysage, aussi au sens métaphorique, et y lire la dimension historique qui le fait varier avec les époques, comme un paysage géographique avec le soleil. De quelque façon qu'on la retourne, la figure de l'idiot est ainsi le résultat d'une triangulation. J'ai illustré cette structure par la triade un individu, un groupe, un paysage, mais à un autre niveau, l'individu pourrait être un auteur, Gustave Flaubert, des personnages, et ce sera le couple Bouvard et Pécuchet, mais aussi les personnages en tant que collectivité villageoise qui finit par représenter l'humanité tout entière, un paysage, et ce sera à la fois la France du Second Empire et Chavignol, petit village normand imaginaire planté sur ce plateau stupide. Ce plateau stupide entre Caen et Falaise, donc, identifié par Flaubert dans sa correspondance comme le lieu idéal que lui ont donné ses repérages pour situer son action immobile, car Flaubert, on le sait, était sans doute le tout premier, décidément, de ces écrivains, surtout américains de nos jours, qui se documentent à n'en plus finir et assoient leurs œuvres de fiction sur des sources d'information qui, dans le cas de l'auteur de Salammbô, roman lui-même fondé sur une revue de littérature
historique et archéologique considérable, comme on sait, a produit autour de Bouvard et Pécuchet la somme de volumes considérables dont il s'est vanté, de 1500 volumes lus pour Bouvard et Pécuchet. C'est fou, hein? Et on en a souvent douté, et les chercheurs récemment semblent converger pour dire que oui, c'est fort probable qu'il se soit tapé, passez-moi l'expression, 1500 volumes pour Bouvard et Pécuchet. Somme faramineuse, évidemment. J'insiste sur ces éléments, sur cette documentation, sur le repérage, pour montrer que Flaubert, apprenti savant et copiste acharné, a représenté dans Bouvard et Pécuchet, en farce, son propre martyre, et que s'il s'accable de ses sarcasmes, ceux qui sont sur ce point au moins de véritables alter-ego, un véritable alter-ego, je reviendrai sur ce singulier, c'est en toute conscience. Mais sans doute dans l'inconscience de ce qui le sauve, lui, de cette idiotie du copiste et de l'amateur, la prodigieuse inventivité et l'étonnante rigueur de son écriture, capable, comme pas une, de donner forme à la matière et pas seulement verbale. Car si Flaubert est un écrivain que l'on peut dire réaliste, entre guillemets, ce n'est pas tant, comme on l'a dit trop souvent, par sa description des mœurs provinciales, ni même sa capacité de faire vivre des représentations et d'animer des descriptions, c'est parce que sa prose, me semble-t-il, proche en cela de la poésie, sculpte et donne forme à une matière qui n'est pas seulement verbale, mais ordonne le référent, non pas en vision du monde, mais plus fondamentalement en ontologie critique. C'est sans doute pour cette raison que le philosophe Jacques Rancière a pu qualifier Flaubert de métaphysicien dans La parole muette, et que Sartre, lui, un peu empêtré dans sa psychanalyse existentielle, alors qu'une lecture plus lacanienne lui aurait sans doute donné un rapport plus profond à la matière, à l'objet, au sens fort, pour cette raison que Sartre, lui, s'en est tenu à son endroit à la figure de l'idiot de la famille. Parce qu'il ne pouvait pas penser un seul instant que l'écriture ne constitue pas en soi une autre forme d'habitus, au sens de Bourdieu, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'elle est libre de toute détermination sociale. Pourquoi maintenant ai-je, moi, entre toutes les figures possibles de l'idiot, choisi celle de ceux que Flaubert appelait les deux cloportes, avant de changer d'appellation? Il finit presque par les appeler mes amis à la fin du roman. D'ailleurs, à mesure qu'il écrit, on trouve dans ses brouillons une formule extraordinaire, leurs opinions, les miennes. Vers la fin. Ça veut dire que ça change un petit peu la perspective quand on lit ça de la lecture qu'on fait habituellement de Bouvard et Pécuchet. Bon. Alors, pourquoi ai-je choisi Bouvard et Pécuchet? Eh bien, tout simplement parce que dans leur rapport à la science, qu'ils prennent, comme nous, comme une simple technologie, un utilitarisme, un usage et une commodité, ils dessinent une image de l'idiot qui n'est pas loin de ressembler à cet habitant de ce que Luc Bureau appelle, on l'a cité, l'idiosphère. Autrement dit, quand nous empruntons le visage du quidam, de l'homme ordinaire, du vrai monde, celui qui se déverse sur les lignes ouvertes et étale sur tous les blogs son arrogante ignorance et la scie de ses opinions tranchées et de ses croyances abruties, quand nous habitons notre époque comme le discours courant veut qu'on l'habite, eh bien, nous sommes tous des Bouvard et Pécuchet. Mais avant d'en arriver à cette extrémité, notre extrémité, il nous faut mieux asseoir certains traits de l'idiot flaubertien. L'idiot n'est pas tant celui qui personnifie la limite en se trouvant sur le seuil, à la fois en quelque sorte dedans et dehors, dans sa bulle marginale, que celui qui est déjà, à mon sens, toujours presque dehors, le bouc émissaire toujours en instance d'être expulsé de la cité, mais qu'on tolère parce que, déjà, il est devenu bénéfique à contrario. Détenteur d'un mystérieux pouvoir, d'une mystérieuse science, il est celui qui renvoie à la cité une image critique d'elle-même. L'idiot est un déséquilibre qui équilibre, une critique qui assure. L'idiot est un oxymore. Si l'oxymore est bien cette figure d'un paradoxe qu'on ne peut habiter ni éviter, un paradoxe qu'on ne peut tenir, mais qui, à peine posé, se trouve déjà traversé, résolu.
En effet, vous n'avez qu'à penser à un exemple classique d'oxymore, l'obscure clarté qui tombe des étoiles de Corneille. Personne, quel que soit le lecteur, ne peut maintenir cette tension. On traduit toujours obscure clarté par bon, c'est une obscurité qui est en train de percer la clarté, ou l'inverse, c'est-à-dire la clarté qui est encore trop diffuse pour être vraiment réelle. Faites l'expérience avec les étudiants, on interprète toujours automatiquement les deux. On ne peut pas maintenir la tension de l'oxymore. En tout cas, c'est mon hypothèse. Donc, un paradoxe qu'on ne peut tenir, mais qui, à peine posé, se trouve déjà traversé, résolu. L'oxymore, donc, ainsi perçu, c'est le dynamisme oublié de la négativité réactivée. Dans son rapport à la communauté, l'idiot, du moins littéraire, est celui, je l'ai dit, qui détient un pouvoir essentiellement critique, un savoir essentiellement spéculaire et largement non maîtrisé, mais il est aussi celui qui ne sait pas ce que tout le monde sait, celui dont la faille aussi met l'accent sur l'unité de la communauté. Car selon la logique inversante du bouc émissaire, c'est par l'ampleur de son ignorance par rapport aux connaissances banalisées des autres, et Bouvard et Pécuchet nous en donneront un bel exemple, c'est donc par l'ampleur de son ignorance par rapport aux connaissances banalisées des autres, dans Bouvard et Pécuchet, le savoir agricole immémorial, c'est par l'ampleur donc de cette ignorance qu'il semble avoir des lumières mystérieuses sur ce que personne d'autre que lui ne sait, mais qui concerne tout le monde. L'idiot est ainsi un inspiré effrayant, parce qu'incontrôlable, un sage fou, parce qu'il entretient un rapport oblique à la vérité, un prophète, mais très certainement de malheur. Et je crois aussi, hier, j'ai entendu, comme ça, là, quelqu'un mentionner la docte ignorance de Nicolas de Cuès, qui est un je ne sais pas si la personne faisait référence à Nicolas de Cuès, mais comment? Oui, bon. Eh ben, Nicolas de Cuès est un théologien allemand, je précise, du XVe siècle, fin du XVe, je crois, hein, oui, qui définit la docte ignorance comme étant, au fond, ce que déjà Socrate avait dit, hein, Socrate qui pour moi est l'idiot de Platon, et le couple joue dans tous les dialogues ce rôle-là. Bon. Socrate dit précisément que sa science est de savoir qu'il ne sait pas, ou qu'il ne sait rien. Montaigne relaiera ça, et je crois que Nicolas de Cuès, c'est la version théologique de cette attitude-là, hein, plus philosophique. Bon. Dans le roman de Flaubert, l'idiot, c'est le couple Bouvard et Pécuchet, dans la mesure où il entretient un rapport avec son concepteur, et aussi, et surtout, avec la pratique scripturale de ce concepteur. Et cet idiot bicéphale, mais c'est pas mal, ouais, qui peut être court comme le cheval d'Alexandre, et cet idiot bicéphale, donc, mesure son idiotie à l'aune de la science, certes, tous les critiques l'ont dit, mais aussi à l'aune de ce discours commun qui est aussi un savoir, celui des idées reçues, de la sagesse des nations, et encore à l'aune de cette pratique scripturale qui, chez Flaubert, est au moins une métaphore de science, sinon une science à part entière. C'est cette autre forme de triangulation que je vais maintenant explorer en analysant les rapports de Bouvard et Pécuchet tour à tour avec les habitants de Chavignols, avec la science et avec le travail de Flaubert. Mais encore faut-il commencer par montrer en quoi ils forment à eux deux l'idiot au singulier. Nous touchons ainsi, dès maintenant, à la science de Flaubert. Lorsque le rideau se lève sur Bouvard et Pécuchet, la scène est déserte, comme le dit l'incipit ultra célèbre. Je cite, « Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. » Suit une description architecturée, comme Flaubert en a le secret, de ce quartier de Paris, traité véritablement comme un décor, qu'un œil systématique ordonne en le parcourant. Cette description se termine par, je cite, « Et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d'été. » Le paysage, que j'évoquais au début de cette communication, est caractérisé par l'excès et la stagnation. On pourrait dire, paraphrasant Sartre, que c'est, Sartre dans la nausée, que c'est la nature sans les hommes. S'il ne s'agissait, curieusement, plutôt de culture, bien entendu, puisque nous sommes en ville.
mais c'est la culture sans le travail, la culture désœuvrée, la culture réduite à l'immobilité insensible de la matière, la culture pétrifiée. Il y a là aussi une sorte d'uniformité totalisante. Le décor est un monument désert. Puis, deux hommes parurent. Deux particules d'humanité élémentaire vont se rencontrer, qui animeront la scène. Un même banc les a accueillis, sur lequel ils ont en même temps posé leurs chapeaux, dans lequel sont semblablement inscrits leurs noms. Il n'en faudra pas plus pour qu'à partir de cette similitude, de cette coïncidence, Flaubert construise les deux personnages comme des complémentaires dont tous les traits se combinent dans un travail de la variation qui s'arrête toujours au bord de la polarisation extrême, contrairement à d'autres couples littéraires célèbres comme Sancho et Don Quichotte ou Jacques et son maître. C'est plutôt un certain balancement, un rythme qui anime littéralement ces deux moitiés que l'écriture réunit, qu'elle fait en quelque sorte tenir ensemble dans l'unité de la description, de la combinatoire descriptive, devrait-on dire, avant que la fiction ne les amène à s'unir dans leur départ pour la campagne et la grande aventure de la science appliquée ou ornementale, j'y reviendrai. Qu'on en juge de cette complémentarité par ce qui suit immédiatement, avant même la rencontre sur le banc, le « deux hommes parurent », avant même donc les particules élémentaires. Alors, juste après « deux hommes parurent », l'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Déjà, il y a non pas une opposition, mais une construction en oblique, géographiquement. L'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Vous remarquerez qu'ils ne sont pas le grand et le petit, ils sont le plus grand, le plus petit. C'est-à-dire que leur qualité vient du caractère respectif, si je puis dire, de leur rapport, plus exactement. C'est ça que je voulais dire. C'est leur rapport qui les qualifie. Et par ailleurs, vous remarquerez que dans le cas de Bouvard, il marche vêtu de toile, mais on ne sait pas quel type de vêtements de dessus il porte, alors que pour Pécuchet, c'est l'inverse. On sait qu'il porte une redingote, mais on ne sait pas de quelle matière elle est faite. Là, on sait que c'est de la toile. Par ailleurs, Bouvard, lorsqu'il arrive, lui, il est dit qu'il a son chapeau en arrière, alors que Pécuchet, quand il est décrit, a toute la tête penchée en avant sous sa casquette. Alors on voit que, c'est vraiment une imbrication descriptive qui fait que ces deux personnages, tout en étant deux personnages, forment vraiment un couple. Pour moi, l'idiot, c'est ça. C'est cette conjugaison, en quelque sorte. Et je donne cet exemple-là parce qu'il est au début, mais si vous lisez le roman tout entier dans cette perspective-là, vous apercevrez que tout est construit comme ça. La façon dont on énonce leurs opinions, d'ailleurs, fonctionne toujours comme ça. Dont on énonce leurs tentatives est aussi comme ça, complémentaire, toujours. D'autres exemples, par exemple, par la suite, leurs amis respectifs se révèlent complémentaires et opposés et sont rejetés par l'un et par l'autre pour des raisons diverses, mais pas tout à fait contraires. Les opinions des deux compères s'articulent, un peu plus libérales pour Bouvard, un peu plus conservatrices chez Pécuchet, et jusqu'aux moyens financiers qui leur permettent de quitter la ville, qui semblent s'imbriquer l'un dans l'autre, héritage inattendu pour Bouvard, épargne pour Pécuchet, qui se conjuguent donc comme l'événement à la durée, l'accident à la constance, l'héritage, l'épargne. Bref, plutôt que le cumul de l'identique ou la béance de l'autre, c'est une combinaison harmonieuse des différences qui est mise en scène avec ce couple. Ainsi réunis, donc, ne formant plus qu'un, l'idiot va sortir, dans la fiction, de la chose écrite, du texte, de la copie, qui est tout son univers, et de la ville, donc de la répercussion ordonnée, de la répétition confortable et rangée, pour découvrir, comme l'écrit Beckett dans Premier Amour, je cite, « ce petit résidu de vétise empoisonnante
qu'on nomme le non-soi et même le monde par paresse. Je trouve ce par paresse assez génial. Bon. Car le thème de l'idiot pose de façon particulièrement aiguë la question de l'autre, cet autre étant à la fois les autres et le monde, comme le dit Beckett. Protégés jusqu'alors par l'artificialité de la ville et du métier de copiste qu'ils exercent tous deux, ils vont rencontrer l'autre en terrain découvert, sur son terrain. Progressivement, car cela commence d'abord par une confortable reconnaissance, leur maison et leur jardin qu'ils viennent d'acheter. Ils ne sont au début que des villégiateurs, arrivant tard le soir dans une maison de campagne. Avant que cette arrivée à la campagne ne soit la découverte de la multiplicité inquiétante des choses, du foisonnement des méthodes, de la diversité des techniques à laquelle ils vont s'attaquer avec une inefficacité que Flaubert joue en farce, ce couple connaît l'équivalent d'un voyage de noces. Le premier chapitre se clôt en effet sur la découverte du jardin qui entoure la maison qu'ils viennent d'acquérir. Et c'est comme un salut qu'ils lancent, un salut qui est en même temps un appel, une convocation. C'est donc un espace liminaire. Ils sont alors au seuil de la campagne, d'une part, saluant, reconnaissant ce qui, par métonymie, leur arrivait en ville depuis les champs, c'est-à-dire des légumes, d'autre part, appelant, convoquant, la métonymie cette fois jouant dans l'autre sens, les premiers éléments d'une troupe qu'ils voudront bientôt innombrables dans la germination. Je cite, « Bien qu'il fût minuit, Pécuchet eut l'idée de faire un tour dans le jardin. Bouvard ne s'y refusa pas. » Vous voyez, il n'accepta pas, il ne s'y refusa pas. Là aussi, c'est un travail sur la variation. Ils prirent la chandelle et, l'abritant avec un vieux journal, se promenèrent le long des plates-bandes. Ils avaient plaisir à nommer tout haut les légumes. Tiens, des carottes. Ah, des choux. Bon, on notera que dans cet état liminaire, c'est très drôle, hein, Bouvard et Pécuchet. Ceux qui ne l'ont jamais lu devraient le lire. Oui, où j'en étais. Ah oui, on notera que dans cet état liminaire, c'est l'imprimé qui permet aux deux copistes d'identifier les légumes et de s'extasier dessus, et que cette reconnaissance opérera précisément en cette fin de chapitre le passage de l'aliment, c'est-à-dire une nécessité tant urbaine que campagnarde, à la denrée, la production agricole, le fruit du terroir. Lequel terroir, va d'ailleurs se présenter à eux le lendemain, d'abord par l'entremise de ceux qui l'habitent, tant il est vrai que, contrairement à ce que dit l'expression, avant de venir au monde, nous venons aux hommes, c'est-à-dire aux femmes. Arrêtons-nous un instant à ce seuil, à ce moment liminaire où sont suspendus nos héros, et revenons à celui que Sartre a canonisé justement, Saint-Gustave, comédien et martyr, sous le nom d'idiot de la famille, en ajoutant que si Flaubert s'est effectivement vu en idiot de la famille, ce n'est pas seulement de celle sur laquelle règne le chirurgien-chef de l'hôpital de Rouen, cet Achille Cléophas notable et scientifique, ou même scientiste d'un certain renom, son père, mais de la famille humaine tout entière. L'ermite de Croisset, cet anachorète hurleur, atteint du haut mal, l'épilepsie, qu'on appelait aussi le mal sacré, ne s'est-il pas délibérément institué idiot universel, c'est-à-dire méchant, un homme contre, pour reprendre un titre d'un film, je crois, une sorte de Diogène, plus artiste que philosophe, mais capable de facéties provocantes, comme l'ermite du tonneau. Par exemple, entrecoupé, monté même au sens cinématographique, le discours d'un sous-préfet avec les beuglements contrapuntiques de braves vaches normandes. C'est dans Madame Bovary, c'est la célèbre scène des comices. Hein. N'a-t-il pas proclamé, cet ermite, vouloir, je cite, « faire sauter l'humanité dans la poêle à frire de ma phrase ». C'est pas mal comme programme. Hein. Notez qu'il parle de phrase et non de roman. La réduction à son importance. Pour un homme qui, par ailleurs, et pourtant, a élevé la composition d'un roman au niveau du grand art, Flaubert reste l'écrivain par excellence de la phrase. Plus encore que Proust, me semble-t-il.
c'est que la phrase de Flaubert n'est pas une volute, même quand elle est longue, c'est un couperet. Un critique a déjà évoqué ces passés simples, affûtés comme des rasoirs. Peut-être est-ce Proust, d'ailleurs, ce critique, Proust, qui a admirablement parlé de Flaubert. Mais je parle plutôt, quant à moi, non pas de rasoir, mais de couperet, parce qu'elle fonctionne sur la répétition des chutes, presque mécaniquement, comme l'invention du bon docteur Guillotin. Elle fonctionne aussi, cette phrase, sur le contraire de la chute, mais qui est aussi un arrêt, une scansion, ce que j'appellerais le suspens indéfini, qui se marque par la conjonction, toujours surprenante et constante chez Flaubert, à l'intérieur de la même phrase, d'un passé simple et d'un imparfait. Les plus beaux exemples que je puisse donner de ça, mais alors, il y en a aussi dans Bouvard et Pécuchet, mais je ne les ai pas retrouvés dans ma nuit de folie. Mais les plus beaux exemples que je puisse donner de ça sont dans Salammbô. C'est la façon dont le texte balise en quelque sorte l'espace du désir, en décrivant au passé simple Salammbô tout ornementale, et elle est ornée même par le passé simple, par la cérémonie du passé simple, s'avançant vers Mathô, le chef des barbares, et la phrase se termine par « et il la regardait ». Et non pas « et il le regarda », il la regardait. C'est-à-dire que là, on est dans un espèce de suspens indéfini qui, pour moi, traduit bien précisément cette sidération du désir, cette hébétude même que ça produit, mais c'est aussi stylistiquement, me semble-t-il, ce que j'appelais tout à l'heure une contre-chute, hein, c'est-à-dire une forme de chute, mais travaillée différemment, et qui fait que, effectivement, comme je le disais, pour moi en tout cas, la phrase est un couperet. Je n'ai pas le loisir ici de passer encore plus de temps sur l'écriture de Flaubert. Je signalerai simplement que ce phénomène de la chute et de la contre-chute n'a pas seulement la fonction sadique de faire rissoler ce substitut d'humanité qu'est l'idiot Bouvard et Pécuchet, ni les bourgeois, notables, petits bourgeois et hobereaux de Chavignol. Elle a aussi une fonction rythmique qui en fait une sorte de liste développée. Ouh. Oh ciel, oh ben là, alors vraiment là. Bon. Vous voyez, c'est ce qui arrive la nuit. Alors bon, je voulais dire, alors je vais essayer de vous résumer quelque chose comme 10 pages, très brièvement. Je voulais dire que le travail stylistique de Flaubert, son écriture, consiste par ces effets que j'ai répertoriés, et d'autres aussi, à organiser une sorte de précipité de la matière textuelle, mais pas seulement textuelle. Je parlais d'ontologie critique au tout début, de façon à ce que finalement, on voit au bout de ce projet-là ce qu'on voit aussi au bout de la tentative et de la tentation de sainteté de Saint-Antoine. Hein. L'ultime tentation de Saint-Antoine, c'est de être la matière. Je crois qu'il y a un travail conscient de Flaubert pour vouloir s'abîmer en quelque sorte dans la matière textuelle. Et cette façon de s'abîmer dans la matière textuelle, j'essayais, j'aurais pu, si j'avais eu le temps, le mettre en rapport avec le travail de la copie, le travail de la variation, le travail de la répétition, hein, cette espèce de... Et tout cela en rapport avec ce que font Bouvard et Pécuchet avec la science. Parce que, d'une part, il faut voir que la science qu'ils traitent, c'est la plupart du temps une science appliquée. J'ai dit aussi une science ornementale, hein, parce qu'il est question des jardins. Et ça, c'est important du point de vue historique aussi. Jardins et fruits, ils commencent par ça. C'est important du point de vue historique parce que c'est précisément l'indice de leur manque dans ce savoir collectif ancestral qu'est l'agriculture. Tous les gens de Chavignol savent faire ça, cultiver des légumes et des fleurs. Eux ne le savent pas. Et pourquoi des légumes et des fleurs? Pourquoi est-ce que c'est important aussi d'un point de vue historial? Parce que c'est précisément ce que Fourier recommandait, de commencer par là, et Bouvard et Pécuchet fait manifestement référence à la mode des phalanstères, hein,
qu'on retrouvait aux États-Unis avec Concorde et les transcendantalistes, qu'on avait en France avec Guise. Il y a ça. Hein. Bouvard et Pécuchet sont un phalanstère à eux tout seuls. C'est-à-dire que, progressivement, ils ne retiennent de la science que, et ça rejoint ce qu'on disait hier, sur le savoir de l'idiot qui rayonne en quelque sorte depuis son corps, ils ne retiennent de la science que, progressivement, ce qui fait leur affaire. Et c'est ainsi, par exemple, qu'ils n'abordent la chimie qu'à partir du moment où l'alambic qu'ils ont fait marcher pour fabriquer la bouvarine, qui est leur liqueur, au pays du Calvados, faut le faire, hein, fabriquer la bouvarine, l'alambic explose. Alors, ils se disent, c'est peut-être parce qu'il y a une réaction chimique que nous ne connaissions pas, donc nous allons faire la chimie. Nous allons, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, alors, ultime conclusion, quand même, elle, je vais vous la dire parce que je l'avais travaillée. Je disais que, précisément, j'avais choisi Bouvard et Pécuchet parce que je crois que nous sommes à une époque oxymoronique, en quelque sorte, hein, où nous vivons ce que j'appellerais l'idiotisme, plus exactement, universel, que l'on peut traduire par un oxymoron que tout le monde connaît, mais que personne n'est toujours surpris que chaque fois que je l'utilise, c'est l'individualisme de masse. Hein. Et à cette époque-là, je crois qu'un phénomène comme Bouvard et Pécuchet nous dit beaucoup sur ce que nous sommes. Donc je terminerai vraiment par une sorte de mimétisme en me faisant moi-même copiste, ce type de copie qu'on appelle une parodie, copie variationnelle. Voici. Un spectre hante le roman. La variation comme lieu intenable, mais aussi inévitable, de l'idiot, toujours double, au moins parce que planté bicéphale tel Janus au seuil de la marge interne qu'il occupe, comme on hante l'oxymore, comme on est hanté par lui, en même temps, au même lieu. Idiots de tous les pays, unissez-vous. Merci. C'est la moitié.